Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance, et aujourd'hui on va parler des vieilles âmes. Alors qu'est-ce qu'une vieille âme ? C'est une âme qui s'est incarnée et réincarnée des milliers et des milliers de fois et qui a pu apprendre sur d'autres plans d'existence, dans d'autres dimensions, et qui tout au long de ses incarnations a porté une sagesse, des enseignements, une certaine sensibilité au monde. En général, c'est des âmes, des personnes qui sont très très sensibles, qui ont une sagesse ancienne, qui portent une sagesse ancienne, qui vont se diriger vers des professions d'entraide. Ça peut être de la thérapie, ça peut être tout ce qui est paramédical. Voilà, donc ça va être des personnes qui vont avoir à cœur d'aider les autres et qui tout de suite arrivent à cibler en fait qui est l'autre, quelles sont ses problématiques, quel est son potentiel caché. D'ailleurs, ça peut être assez perturbant pour la personne en face parce qu'on peut devancer quelque chose et mettre en lumière facilement un aspect de l'autre qui n'est pas conscient chez l'autre en fait. Donc ça peut être perçu parfois comme une intrusion ou parfois ça peut être accueilli, en fonction de la relation et du stade de la relation, peu importe qu'elle soit amicale ou amoureuse ou familiale, bref. Ce sont donc des personnes qui sont très sensibles, qui ont besoin de beaucoup de temps seules pour se ressourcer, pour se recharger, parce qu'elles ressentent les autres fortement. Et cette sensibilité leur permet à la fois de vivre des choses très intenses, mais aussi de prendre beaucoup d'informations et parfois d'arriver à saturation. Donc il y a vraiment ce besoin de se ressourcer et d'être uniquement au contact de sa propre énergie. Besoin d'introspection aussi pour savoir quels sont les élans d'âme, les besoins de l'âme du moment, quelle direction choisir, quelle direction prendre. Il y a vraiment ce dialogue de soi à soi qui est d'une profondeur extraordinaire. Et je dirais d'ailleurs que pour les vieilles âmes, leur compagnie, c'est leur meilleur ami. Il y a vraiment cette notion de savoir en fait, pas de savoir dans le sens du savoir, mais d'avoir conscience que quelque part on n'est pas seul et que notre âme nous guide tout au long du chemin, et qu'à un moment donné, quand ça devient compliqué humainement parlant, eh bien on revient à notre boussole intérieure qui est notre âme. Donc enfants, c'est pas forcément évident parce que ce sont des enfants qui ont une maturité et une sagesse qui est déjà bien présente en général, enfants. Et donc il y a comme un fossé avec les enfants de leur âge, et ils vont rechercher la compagnie soit d'enfants plus âgés, soit des adultes, se sentir beaucoup plus en sécurité avec des adultes parce qu'il y a une maturité qui vibre avec leur vibration. Il y a une sorte de reconnaissance vibratoire avec la maturité humaine de la personne qui vient matcher avec la vibration et la maturité de l'âme. Donc même si l'enveloppe en tant qu'enfant n'est pas âgée, en fait l'âme, la maturité de l'âme entre en résonance avec la maturité humaine de la personne en face. Et donc on va se sentir un peu plus comme un poisson dans l'eau, comme dans une... il y a une forme de reconnaissance et de sécurité aussi. Parce qu'en général, les vieilles âmes ne supportent pas, par exemple, trop de... les mouvements brusques ou trop de bruit, ou les mouvements... voilà, la violence aussi, que des fois les enfants sont violents, et trop de violence, en fait, ça peut pour eux être complètement vécu comme quelque chose de choquant, de traumatisant. Donc il y a cette forme d'aimer justement les environnements paisibles,
sécurisant, le calme. Ça peut être la solitude aussi, ça peut être des enfants qui lisent beaucoup toute leur jeunesse ou qui créent leur cocon, que ce soit avec la lecture, avec des travaux manuels, qui ont besoin de temps, de silence pour commencer à connecter déjà plus fortement avec leur âme en fait. Connexion qu'ils garderont et qui grandira en fait en termes de qualité de connexion. Hein. On commence avec la 3G, on finit avec la 5G. Hein, quand on est vraiment au contact et qu'on n'est pas trop formaté justement par notre enfance, la famille, la société, l'école et j'en passe. Et donc le tout, ça va être aussi de pouvoir rester soi dans un monde qui est complètement en décalage avec les valeurs ancrées en fait. Donc ça peut être difficile surtout vers l'adolescence et je dirais entre 12 et 25 ans, ça peut être assez compliqué parce qu'il y a ce carcan. Alors s'il y a des parents ou une famille ou des amis ou des professeurs qui sont très ouverts et qui accueillent cette différence et cette sensibilité, c'est beaucoup plus facile. Mais pour une personne qui a une famille assez, on va dire, traditionnelle et dans une forme de conditionnement assez courant, ça va pas être très très simple parce qu'il va falloir sortir justement de ces carcans, de ces conditionnements pour pouvoir oser être soi et se révéler pleinement en fait. Donc c'est pas une chose aisée. Mais de toute façon, l'âme a un dessein et ce dessein est plus fort que les conditionnements. Donc l'âme va faire en sorte qu'à un moment donné, que l'humain prenne conscience de ses conditionnements pour s'en délester et incarner de plus en plus ce qu'elle vient vivre ici en tant qu'âme qui expérimente par l'humain sur Terre. Donc les âmes, je dirais que les vieilles âmes aujourd'hui viennent apporter, en fait elles ont comme cette impression, vous savez, cette impression, je parle d'une impression d'une imprimante, elles ont comme imprimé en elles le dessin, alors on peut l'employer dans différentes orthographes, mais le dessin d'une forme de paradis en fait, mais le paradis dans une forme d'unité, dans une forme d'amour. Donc elles ont déjà une vibration, d'ailleurs il y a un certain charisme, un certain rayonnement qui émane d'elles, et cette vibration en fait, elle est déjà un pont entre cette perception du paradis, cette empreinte du paradis qu'elles ont et la terre. Elles sont déjà un pont qui ancre en fait au fur et à mesure, même inconsciemment, même quand l'humain n'est pas conscient, qui ancre de plus en plus cette impression de paradis sur Terre. Quand je dis paradis, je parle d'une forme d'unité, je parle d'une forme de paix, je parle d'une forme d'amour universel et fraternel en fait entre humains. Donc il y a vraiment cette notion de déposer peu à peu. C'est comme si toutes les vieilles âmes avaient leur pierre à l'édifice, apportée à l'édifice, et chacune avec leur vibration, leur rayonnement, sachant qu'un rayonnement, quand on est au contact d'autres personnes, nos auras au contact les uns des autres, prennent des informations à notre insu. On en est plus ou moins conscient, mais il y a plein d'informations qui sont échangées quand on a une personne près de nous. Il n'y a pas forcément besoin de parler. Et juste l'aura d'une vieille âme qui porte une certaine sagesse, ou tout simplement quelqu'un qui est dans l'amour. On n'est pas obligé de parler que des vieilles âmes, mais quelqu'un qui est dans l'amour et qui porte une vibration assez élevée, va pouvoir débloquer des choses sans même le conscientiser, sans même en être conscient. Donc, elle va, cette vieille âme, s'orienter vers des métiers d'entraide, comme on le disait tout à l'heure. Elle va avoir du mal aussi à supporter les cadres, la hiérarchie parfois. Il lui faut vraiment beaucoup de liberté pour pouvoir exprimer toutes les facettes d'elle-même. C'est-à-dire qu'au contact d'une hiérarchie, elle va parfois se sentir complètement bridée et elle peut s'éteindre et se fermer à des facettes qui sont vraiment intéressantes parce qu'encore une fois, la plupart des personnes ne sont pas... je parle des personnes qu'on trouve
notre quotidien, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont conditionnées avec une forme d'intelligence très rationnelle, intelligence froide et rationnelle. Et les vieilles âmes ont une intelligence qui est beaucoup plus intuitive, elles vont se laisser porter par leur flot et elles vont faire les choses dans un ordre qui leur est comme soufflé par leur âme. Et cet ordre-là, il va paraître pour les autres, hein, je parle notamment dans le monde professionnel, ça va paraître complètement inopportun, inadapté, parce que la personne qui a une intelligence froide va être, elle, on va dire, cadrée par son mental, tandis que la personne vieille... Alors le but, c'est pas de faire des séparations, hein, c'est juste pour expliquer quelques modes de fonctionnement. Voilà. Le but, c'est pas de dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. Évidemment que ce n'est absolument pas le but ici, mais vraiment pour donner des grandes lignes et pouvoir comprendre un petit peu son mode de fonctionnement si vous tombez sur cette vidéo que vous êtes une vieille âme. Donc dans le milieu professionnel, malheureusement, on a encore des intelligences qui sont très rationnelles et qui n'acceptent pas justement que les choses soient faites dans un sens qui leur échappe. Parce que quand on suit son flot, en fait, on va faire une chose, puis une autre chose, puis une autre chose. Ça n'a rien de rationnel. Mais à la finalité, au final, on va pouvoir voir que tout s'est fait dans un ordre qui a ménagé la personne qui a effectué les tâches et qui les aura faites avec facilité et avec aisance. Et en général, on excelle quand on est dans son flow. Donc, c'est vrai que si une personne rationnelle observe les 2-3 premières tâches à effectuer, elle va avoir l'impression que l'autre personne fait tout dans le désordre. Et du coup, c'est en ça que si la hiérarchie ne laisse pas un minimum de liberté au niveau du travail, un minimum de liberté pour que la personne puisse suivre son flow et son intuition dans les tâches à effectuer, en fait, elle va se sentir bridée, elle va se sentir comme s'éteindre, s'étioler au fur et à mesure, comme perdre son feu, en fait. Parce que quand elle est poussée par son feu créateur, par son flow, le sens est toujours le bon, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, qu'on ne peut pas recevoir une critique, on va dire, positive, mais c'est un mode de fonctionnement, en fait, qui, quand on a pu s'extraire des conditionnements, des schémas mentaux et de cette intelligence qui est purement mentale, c'est un mode de fonctionnement qui apporte beaucoup, et à la personne qui le vit, et à l'entreprise, quand elle laisse les choses se faire avec une certaine fluidité. Voilà, et puis si on parle aussi, si on parle de la vieille âme et du couple, alors la vieille âme, elle aime tellement sa compagnie que parfois la compagnie d'une personne peut vite être trop, ou alors il faut une personne qui est consciente aussi, ou qui peut être une vieille âme également, hein, comme ça il y a une entente mutuelle, ou au moins une grande sensibilité, ou simplement de l'accueil, de l'écoute, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'être plus que ça. Mais en général, la vieille âme, elle va trouver quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion d'âme. Mais le truc, c'est qu'il peut y avoir parfois une... Comment je pourrais dire ça ? Comme la vieille âme voit le potentiel de l'autre. Parfois, elle rencontre quelqu'un et ça match au niveau de l'âme parce qu'elle voit le potentiel de l'autre, mais c'est pas un potentiel qui est activé en fait. C'est un potentiel qui est endormi. Et vous voyez le potentiel en l'autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre va activer son potentiel. Donc, ce qui est intéressant, vous savez, il y a une phrase que j'ai entendue de je ne sais plus qui, mais quand on choisit une personne, on l'a choisie déjà faite et non à faire. Et donc, soyez conscient quelque part du potentiel révélé ou pas de la personne si vous êtes une vieille âme, parce que vous allez vouloir, enfin ça fait partie de notre c'est comme ça, vous allez vouloir quelque part que l'autre prenne conscience en fait de son véritable potentiel et qui grandisse et en fait tout le monde n'a pas envie d'expérimenter ça. Et ça peut être vécu aussi comme une forme d'intrusion, comme une forme de forcing au niveau énergétique. L'autre peut se sentir forcé de changer, forcé et contraint de changer. Alors que c'est pas le but de la relation. On change parce que soit on le décide et non parce que l'autre a envie qu'on change. Donc ça, c'est
un détail qui est assez, qui peut être assez aidant. Et il y a cette notion aussi comme il y a besoin de beaucoup de temps seul, il peut y avoir une vision du couple, une installation du couple qui peut être complètement différente et c'est complètement ok. Vous savez, il y a des milliards de façons de vivre le couple. Il faut juste sortir de ces conditionnements, de ces carcans. Si vous avez besoin d'avoir chacun votre chambre et de vous réunir pour dormir une nuit de temps en temps ensemble, pour faire des câlins, des bisous, voilà, tout est possible en fait. Il ne faut pas se limiter à être H24 avec l'autre parce que ça va être insupportable. Il faut beaucoup de liberté, beaucoup de confiance, beaucoup d'accueil, d'écoute, de discussions abyssales. Moi j'appelle ça les discussions abyssales. Et il y a vraiment ce besoin de respecter en fait son intégrité, ses habitudes, son mode de vie, parce que sinon il va y avoir une forme de burn-out relationnel. C'est-à-dire qu'on va être en trop plein de l'autre, parce que déjà qu'on ressent les vieilles âmes ressentent les gens intensément. Donc il va y avoir un moment où il va y avoir ce besoin de se couper de l'autre pour mieux se recharger, pour mieux se retrouver soi. Donc il peut y avoir ce besoin de faire chambre à part ou de faire appart à part, chacun son appart, sa maison, chacun son mode de fonctionnement, et puis on se retrouve pour échanger, partager, passer des bons moments, être là l'un pour l'autre aussi, ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on vit pas ensemble qu'on peut pas être disponible pour l'autre, absolument pas. Donc c'est aussi sortir de ce qu'attend la société en termes de couple en fait, en termes d'union. On n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de se paxer, on n'est pas obligé de ne pas se marier non plus. Tout est possible, tout est à refaire, tout est à faire en fait. Et c'est vraiment s'extraire de ces principes sociétaux de couple et par exemple, moi j'ai entendu dire des personnes qui disaient non mais si on dort pas ensemble, c'est le début de la fin quoi. J'étais là, pour vous peut-être et c'est ok en fait, mais pour d'autres personnes, c'est juste la pérennité du couple en fait qui est en jeu. Donc c'est chacun accueille le couple et vit le couple à sa manière. Et c'est intéressant si on va parler maintenant de parents qui ont des enfants vieilles âmes. C'est-à-dire que l'enfant a déjà une sagesse en lui qui est, on va dire, beaucoup plus marquée. Parce que plus l'âme s'incarne, plus son dessin est clair et net. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser, il y a une forme de ligne droite qui est beaucoup plus nette. Et du coup, cet enfant a déjà sa sagesse, a déjà ses... donc, il y a certains enfants qui peuvent passer pour des enfants qui sont très bornés, on va dire, mais parce que les parents veulent absolument les cadrer, alors que eux savent déjà ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc, c'est plutôt accompagner l'enfant à être de plus en plus au contact de sa sagesse, à être de plus en plus au contact de qui il est, en proposant diverses activités, ce qu'il passionne, au contact de la créativité aussi, on connecte beaucoup à l'âme par la créativité, parce que la créativité c'est un espace inconnu, donc on est vraiment dans cet espace où on est hors mental et on connecte directement avec l'âme. Donc c'est vraiment proposer une palette de possibilités et voir ce que choisit l'enfant plutôt que de le laisser être les projections de ce qu'on souhaite qu'il soit. Donc il y a vraiment cet accompagnement à ce qu'il se révèle en fait. Je pars du principe qu'un enfant c'est une graine et par exemple, je sais pas moi, une graine de rosier ne donnera jamais une graine de camélia par exemple, parce que le rosier, la graine du rosier est appelée à devenir un rosier. Et du coup, l'enfant a déjà est déjà ce qu'il vient expérimenter, mais c'est sous la forme de graines. Donc un parent, c'est comme un tuteur, en fait. Il va faire en sorte que l'enfant pousse d'une manière la plus droite possible, mais tout en lui laissant suffisamment d'espace pour pousser et sans trop l'étouffer pour, on va dire, limiter la pousse, quoi. Donc, il y a vraiment... pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'accompagnement, de l'écoute. Alors, évidemment, il y a besoin d'un cadre comme tous les enfants. Mais voilà, il y a se laisser être en fait ce qu'on offre à l'enfant et qui lui permet de mieux se découvrir et d'être rapidement au contact de son âme sans être trop conditionné. De toute façon on est tous conditionnés, ça il n'y a pas de problème là-dessus, que ce soit en famille, à l'école, dans la société, après au travail, enfin voilà, il y a des conditionnements qui viennent et c'est complètement ok, on vient expérimenter ça aussi. Mais pour les parents qui se posent des questions, je pense qu'il y a vraiment cette ouverture à accueillir la sagesse de l'enfant,
à accueillir les différentes facettes de l'enfant parce qu'il se découvre. Et par exemple, si c'est un enfant qui a envie de faire de la danse, c'est OK en fait. Vraiment être dans l'accueil de ce que l'enfant a envie d'expérimenter. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Et donc oui, les vieilles âmes ont tendance à se retrouver entre elles parce qu'il y a un jeu de miroir, il y a des échos, et c'est au-delà des mots, c'est au-delà des expériences, c'est au-delà de tout ça. C'est vraiment des âmes qui connectent ensemble, c'est des rencontres d'âmes, des connexions d'âmes. Et d'ailleurs, les personnes qui vont, par exemple, être thérapeutes, qui vont être aux petits soins, pour ne pas dire soignés, aux petits soins avec les autres, en fait, il va y avoir ces rencontres d'âmes parce que très souvent, moi, je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais, c'était des rencontres d'âmes, quoi. Il y avait vraiment quand on se voit, c'est waouh! Il se passe vraiment quelque chose et c'est juste magique et divin. Et, et du coup, voilà, il va y avoir ces connexions d'âmes aussi avec d'autres âmes pour lesquelles on sera des clés et d'autres âmes seront des clés pour nous. Donc, c'est vraiment des clés d'évolution incroyables et magnifiques qu'on s'offre les uns les autres. Voilà pour ce qui est des vieilles âmes. Après, on peut être aussi attiré par tout ce qui est ancien, archéologie, tout ce qui a une histoire en termes d'architecture, en termes de mobilier aussi, tout ce qui est antiquité. Il peut y avoir cet amour pour l'ancien parce qu'il y a des incarnations et des incarnations et qu'il y a des choses qui nous sont familières en fait dans l'ancien. Donc voilà, archéologie, antiquité, tous on va dire, tout ce qui est architecture ancienne, château, tout ce qui est musée. Il peut y avoir quand même une forte attraction pour tous ces domaines-là. Parce qu'il y a une sensation un peu inconsciente de déjà-vu. Et quand on connecte à l'ancien, il y a cette vibration qu'on retrouve au niveau de l'âme aussi. Ça peut être aussi ça me fait penser à l'énergie du Capricorne aussi. Du Capricorne. Voilà. Et donc, on peut aussi être fasciné par un art ancien comme l'enluminure, la calligraphie, voilà, tout ce qui va être de l'ordre du verre, des vitraux, voilà, tous ces matériaux en fait qui sont utilisés depuis des siècles et des siècles, et tous ces domaines, tous ces arts, voilà, peuvent être vraiment des sources d'inspiration et peuvent être presque rassurants, je dirais. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse fort, fort, fort.